Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier LinkedIn qui est co-animé par Brigitte qui est présente ici aujourd'hui, qui est responsable d'accompagnement vers l'emploi de Webforce 3 sur la région francilienne et qui sera animé avec moi-même, donc Tamara, qui suis responsable communication au sein de Webforce 3 et animatrice également de la communauté Webforce 3. On va démarrer. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire quelque chose de spécial et de vous partager mon propre profil LinkedIn, ce qui vous permettra de voir ce que je fais bien et ce que je fais mal, mais exprès, pour que vous puissiez ensuite bien détecter ce qu'il faut faire et ne pas faire sur un profil LinkedIn. Voilà. Alors, je vais mettre ça en tout petit. Voilà. Alors, voici mon profil LinkedIn. Concrètement, quand on veut optimiser son profil LinkedIn, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Il y a la dimension visuelle de comment on présente de manière visuelle son profil LinkedIn pour attirer l'œil humain, parce que tous les profils LinkedIn se ressemblent. En fait, qu'on ait une version gratuite ou premium, c'est pareil. Donc, il est essentiel de valoriser son profil LinkedIn au travers de visuels, puisque voilà, l'image vaut parfois 1000 mots, comme on dit. Du coup, il est important de prendre en compte cette dimension-là qu'on oublie souvent, mais qu'on vous propose de faire, puisqu'elle va vous permettre de vous différencier des autres. Et ensuite, la dimension sémantique, donc comment je mets en avant mes compétences, mon projet professionnel, ma recherche, pour être bien compris des RH et surtout de bien comprendre comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn pour vous faire remonter un maximum en fait, dans les résultats de recherche des RH, que ce soit à travers le moteur de recherche LinkedIn, qui se trouve juste ici, dans lequel on peut faire des recherches, ou juste à travers la solution RH qu'utilisent des RH et des RH qui s'appelle Talent Solution et qui permet en fait de faire des recherches beaucoup plus poussées de talents en fonction de critères très précis, de compétences, d'attente, de titre de poste, de nombre d'années d'expérience, etc. Et il est important de considérer qu'un profil LinkedIn, c'est aussi de travailler l'optimisation technique de son profil pour faire en sorte d'accompagner en fait la montée de votre profil dans l'algorithme de LinkedIn, que vous ayez un bon score, entre guillemets, de votre profil auprès de LinkedIn et qui remonte un maximum parmi tous les critères qui seront mis en place par les RH lors de recherche. Voilà. Et enfin, vous avez la partie réseautage qui est très importante, mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui parce que ça demande un autre atelier, qui est comment je gère ma e-réputation, donc ma réputation en ligne sur ce réseau social professionnel, qui est véritablement de plus en plus aujourd'hui un réseau social. Donc, c'est au-delà d'avoir juste un profil et de se connecter à des professionnels, c'est d'engager en fait des conversations, d'engager de la création de contenu pour justement se faire connaître, de se faire fidéliser auprès de son réseau professionnel et d'attirer, pourquoi pas, des nouveaux clients ou des nouveaux recruteurs auprès de soi. Donc, c'est important de considérer la partie aussi e-réputation. La partie visuelle du coup de LinkedIn, une partie qui est… l'aspect visuel est plutôt rare sur un profil LinkedIn, donc c'est très, très important de prendre en compte cette partie-là qui n'est pas à omettre puisqu'elle est essentielle. Elle va vous distinguer en fait par rapport aux autres. Donc cette partie visuelle, c'est ce petit carré en fait que vous voyez juste ici, dans lequel moi j'ai mis une photo un peu violette. Et cette partie-là, en fait, elle est importante parce que vous allez pouvoir l'utiliser à travers la création d'un visuel. Je vais vous donner des outils intuitifs et gratuits pour que vous puissiez le faire de vous-même. Et cette partie-là, en fait, va vous permettre de valoriser directement qui vous êtes, de vous présenter en quelques mots et par des images. Donc, en l'occurrence, il est important dans cette partie-là de ne pas juste mettre une image. Par exemple, si vous vivez en région francilienne, de mettre une photo de Tour Eiffel ou des photos de bureau. Ce n'est pas forcément l'idée de cette partie-là. Vous le faites si jamais vous n'avez pas d'idée ou en attendant de créer votre bannière, mais cette partie-là doit intégrer justement des mots-clés, des expressions clés qui vous définissent vous en tant que personne. Donc, par exemple, ce que ça peut être, par exemple, de commencer par un titre qui est votre titre de poste, le poste recherché,
Par exemple, expert en relations clients, consultant informatique, chargé de communication, etc., etc., développeur web. Et en dessous, de mettre trois petits mots-clés qui définissent en fait vos grandes compétences. Donc, ça peut être, par exemple, si je prends le métier, par exemple, de responsable communication, ça peut être, par exemple, événementiel, relations presse, réseaux sociaux. Voilà. Donc, je fais ça dans la globalité, mais ça peut être ça. Donc, il est important, lorsque vous démarrez l'optimisation de votre profil LinkedIn, de vous dire, cette bannière, en fait, au-delà de l'aspect visuel qui est à prendre en compte, elle doit me permettre de me dire, en fait, quel est mon titre de poste et quelles sont les trois grandes thématiques de compétences que je peux valoriser au travers de cette bannière. Et donc ça va vous permettre de, dès qu'une personne arrive sur votre profil, que ce soit un RH ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, puisse se dire, eh ben, voilà, j'ai compris, c'est un responsable communication, une responsable commerciale. Voilà, c'est trois grandes compétences métiers. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la partie visuelle. Et donc, l'outil que je vous propose est l'outil qui s'appelle canva.com, qui est un outil qui vous permet… Je vais me déconnecter de mon compte. C'est un outil qui est accessible à tous, très intuitif pour tous les niveaux et qui vous permet de construire en fait des bannières visuelles pour tout type de format. Donc, ça peut être des flyers, des bannières Twitter, des bannières LinkedIn qui est disponible. Donc, c'est gratuit, c'est très intuitif. Vous avez déjà des modèles pré-remplis. Donc, je vous conseille vivement cet outil pour pouvoir construire votre bannière de manière très intuitive au travers de plein de petites fonctionnalités, de modèles déjà existants. Donc, n'hésitez pas à le prendre en compte pour mettre en place votre bannière visuelle. C'est une photo professionnelle avec un fond neutre. Si vous êtes un profil plutôt artistique, dans ce cas-là, vous pouvez innover, on va dire, mais surtout ne pas mettre de photos type selfie, des photos de côté, en sépia, rosé. Voilà, essayez d'avoir une photo maximum la plus neutre possible et la plus professionnelle possible. Voilà, vous prendre sur un fond blanc, ça peut très bien faire l'affaire avec un téléphone portable. Donc, voilà, n'hésitez pas à bien prendre en compte cette partie-là. Encore une fois, hein, si vous sentez que vous êtes un profil plutôt créatif, ça peut se faire. Hein, on peut accepter ça du fait de l'univers métier. Si vous êtes un profil créatif, n'hésitez pas à innover, hein, à vous montrer peut-être en situation dans votre espace de travail ou d'avoir un graphisme différent sur votre photo, ok, mais en règle générale, soyez très, très neutre. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Donc, on continue. Je suis toujours dans cette partie haute de LinkedIn. Quand on est en recherche d'emploi ou quand on veut bien mettre à jour son profil LinkedIn pour de nouvelles opportunités, hein, parce qu'on peut être en poste mais vouloir toujours être à l'écoute de nouvelles opportunités, peu importe, il faut vraiment être très clair au niveau de votre titre de poste. Donc, on ne met pas des mots-clés, développeur web, relations clients, etc. On essaie de mettre des titres de poste qui sont le plus compréhensibles. Donc, vous pouvez mettre une phrase du type en recherche de poste / relation client, chargé de communication, etc. Ou tout simplement mettre un titre de poste très explicite sur lequel vous vous reconnaissez et sur lequel vous voulez postuler. Donc, ça vous permet de bien vous faire identifier de la part des recruteurs. Donc, si vous êtes en recherche, vous pouvez toujours dire en recherche d'opportunités en mettant vos compétences, en mettant votre titre de poste. Et si vous n'êtes pas en recherche, mais que vous êtes juste à l'écoute d'opportunités, vous mettez bien un titre de poste très clair qui vous identifie bien dans votre posture métier. Voilà. Et on ne met pas de site web, de emoji, de slash et de expert 2 avec des longues phrases. Soyez le plus concis possible pour que les gens puissent comprendre qui vous êtes. Et sachez que cette partie-là est très reprise par l'algorithme de LinkedIn. Et si après, vous allez définir dans vos expériences que vous êtes aussi responsable communication et vous faites du marketing digital, il est important de le faire dès maintenant, dès cette partie-là, puisque la démultiplication de mots-clés en sémantique va permettre de vous faire remonter et de vous scorer pour LinkedIn. Voilà, cette partie est importante. Donc, la sémantique algorithmique chez LinkedIn est importante. Ensuite, vous définissez bien du coup votre région, d'où vous êtes. Donc là, je vais juste venir ici. Cette encoche
en haut à droite, là, vous permet justement de bien mettre votre prénom, votre nom, votre titre de poste ou votre recherche. Si vous êtes dans un poste actuel, vous pouvez définir si vous êtes dans un poste actuel. Vous n'êtes pas obligé d'afficher votre formation. Pourquoi pas si vous êtes un profil étudiant ou un profil en reconversion, ça peut être intéressant de le mettre. Si ça fait longtemps que vous n'êtes plus en formation, pas besoin. Donc, définissez bien votre région, votre pays, votre code postal. Si, par exemple, vous vivez dans le 92, mais que vous voulez postuler dans des entreprises où vous savez que la majorité, elles sont parisiennes, donc essayez de vous mettre en 75, ce sera toujours mieux pour vous. Bon, ça peut aider. Je ne sais pas si c'est pris en compte ça par l'algorithme de LinkedIn, pas sûr, mais en tout cas, cette partie-là est importante. Donc moi, par exemple, je vis dans une ville des Hauts-de-Seine. Je mets quand même région de Paris, puisque je vais être visible un maximum par des RH de la région parisienne. Et si votre ville n'est pas connue, autant mettre la région qui est la plus connue aux yeux de tous. Ensuite, vous pouvez définir votre secteur professionnel. Si vous avez vraiment un secteur très précis dans lequel vous voulez postuler, je vous encourage à mettre ce secteur. Si vous travaillez dans les métiers du numérique et que vous n'êtes pas lié à un secteur particulier, parce que les métiers du numérique peuvent être intégrés à tout type de secteur, je vous encourage par exemple à intégrer le secteur Internet, par exemple, qui est le plus utilisé par les entreprises et cabinets ESN du secteur du numérique. Donc, je vous encourage à mettre plutôt Internet. Vous pouvez également intégrer, si vous en avez c'est autre part, oui, ça a changé. Donc, vous pouvez intégrer votre adresse email. Donc, ça, c'est très important. Votre numéro de téléphone, peut-être pas. On ne sait jamais si vous êtes sursollicité ou spammé. Donc, mettez au moins votre adresse email professionnelle. Donc, essayez de professionnaliser bien votre adresse email et d'être sûr que l'adresse que vous mettez ici est bien l'adresse dans laquelle vous allez recevoir des demandes potentielles. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, il y avait la question… Alors, je vais t'interrompre, Tamara, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions et il y a une confusion entre le titre et la bannière. Ouais. Donc, juste rappeler que la bannière doit correspondre à votre secteur d'activité, c'est important, ou à votre métier. C'est un visuel qui donne envie de lire votre profil. Il peut y avoir dans la bannière un ou deux mots-clés, mais ce n'est pas là que l'on trouve les mots-clés. Il y a confusion entre le rôle de la bannière, le rôle du titre et le résumé. Oui. Alors, en fait, pour résumer la chose et la synthétiser, la bannière, c'est vraiment un aspect visuel de votre profil. Ce n'est pas pris en compte par LinkedIn. C'est juste un aspect présentation, un aspect visuel qui va vous différencier et permettre à une personne qui arrive sur un profil de comprendre directement qui vous êtes. C'est un plus. Voilà. C'est un plus, mais c'est vraiment un objectif de présentation, un objectif visuel. Ça n'est ni pris en compte par LinkedIn, ni dans sa sémantique, ni rien du tout. C'est vraiment visuel. Maintenant, la sémantique, elle n'est prise en compte vraiment que dans des espaces de texte. Donc là, c'est très important de bien mettre en avant vos compétences et votre titre de poste ici. Mais la bannière, en fait, c'est juste un plus pour directement mettre votre titre de poste, votre secteur d'activité, de mettre en avant votre secteur d'activité et vos trois compétences, on va dire, métier global, on va dire. Voilà. Mais voilà le distinguo. En fait, ce qui est important de comprendre et pour compléter, c'est que vous renvoyez via la bannière et la photo une image de confiance. Donc, il faut soigner la photo et il faut soigner la bannière. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça en fait. C'est que au travers de ça, vous valorisez en fait votre profil, vous vous présentez comme véritablement une personne professionnelle et ça instaure, oui, un lien de confiance en fait pour vous engager, pour que la personne s'engage avec vous et vous contacte. Donc, c'est en ça que c'est important. Toujours dans ce même encart pour terminer. Donc, LinkedIn a fait apparaître l'année dernière une fonctionnalité qui est très essentielle aujourd'hui, que beaucoup oublient, mais qui existe pour tout le monde, quel que soit l'abonnement que vous ayez, gratuit ou payant. C'est une fonctionnalité qui se trouve ici et qui permet de définir en fait quelles sont vos préférences d'emploi et surtout qu'est-ce que vous voulez mettre en avant vis-à-vis des recruteurs
Et c'est une fonctionnalité qui est utilisée à la fois pour LinkedIn, pour vous pousser en fait les offres d'emploi qui sont les plus en accord avec votre recherche et surtout qui sont liées au moteur de recherche qu'utilisent les recruteurs à ce sujet. Il est important de remplir cette fonctionnalité, elle est très très importante parce que ça permet d'activer quelque chose en plus pour vous remonter dans leur scoring. Donc par exemple, imaginons, donc moi je suis responsable communication, je travaille dans le domaine de la communication, donc je vais taper communication à l'intérieur et puis je vais mettre en fait les titres de poste que je recherche. Donc imaginons que moi je fais à la fois de la communication et du marketing, j'ai des postes à responsabilité. Alors je ne vais pas mettre stagiaire, je ne vais pas mettre directeur. Donc ça c'est des postes que vous propose LinkedIn et je vais mettre exactement ce sur quoi moi je peux me positionner. Donc, par exemple, je me sens être spécialiste en communication. Bon, j'ai déjà mis ici. Je me sens, par exemple, être directeur communication. On va voir si, voilà, directeur des communications, etc., etc. Donc, je peux mettre aussi des éléments en anglais si jamais vous voulez vous ouvrir à l'international. Donc, là, par exemple, j'ai mis directeur digital, du marketing digital, en charge de la communication, spécialiste de la communication. Donc, diversifiez bien vos thématiques de poste et liez-les à un lieu de travail, une localisation. Tout à l'heure, on a vu qu'on mettait en avant la région où on habitait, mais vous pouvez très bien, dans les alertes des recruteurs, spécifier que vous êtes ouvert aussi à des opportunités dans des lieux géographiques autres. Donc, par exemple, moi, je veux travailler sur Paris, dans les Hauts-de-Seine, et ça m'intéresse aussi d'aller plus vers Toulouse en métropole, mais surtout d'aller encore plus loin, par exemple à Dubaï, à Doha, etc. Voilà. Ensuite, vous spécifiez exactement le type d'emploi que vous recherchez, le type de contrat. Donc, vous pouvez être stagiaire, vous cochez stagiaire. Les alternants peuvent être dans la case stagiaire, mais ils peuvent se retrouver parfois dans le temps plein, il me semble. Donc, ça à vérifier avec vos conseillers ou avec vos chargés d'accompagnement vers l'emploi, s'il y a des apprenants et alumni de Workforce 3 ici. Voilà. Donc, moi, en l'occurrence, je recherche que des contrats à temps plein ou du freelance, par exemple. Donc, je vais mettre temps plein, je vais mettre indépendant, je vais enlever le temps partiel. Ça ne m'intéresse pas, mais ça ne me dérange pas non plus de travailler à distance, donc je coche à distance. Et ensuite, je dis que je veux être vue des recruteurs uniquement ou de tous les membres. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de compte premium, je vous conseille de mettre tous les membres de LinkedIn, sauf si vous n'avez pas envie que ce soit vu de tous, mettez que les recruteurs. Et encore que, en fait, les recruteurs, ça peut être des personnes qui ont soit un premium, soit qui ont accès à la solution RH, mais tout le monde ne fait pas des recherches de talent via la solution RH de LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à mettre tous les membres de LinkedIn. Comme ça, tout le monde aura accès à vos souhaits en fait, d'opportunités d'emploi. Voilà. Donc là, je mets tous les membres et ensuite, j'enregistre. Juste, Tamara, il y a beaucoup de gens qui demandent où cliquer pour aller dans la fenêtre que tu as ouverte. Oui. Alors, bonne question. Il me semble qu'on vous le fait apparaître pour vous pousser à le faire. Ou sinon, il faut aller justement dans les sections de profil ici, où vous pourriez avoir accès à ce type de fonctionnalité. De toute façon, quand vous voulez ajouter une fonctionnalité ou la supprimer, vous pouvez y accéder directement dans cette section tout en haut de votre profil qui vous met en avant toutes les fonctionnalités. Voilà. Normalement, ça se trouve ici. Alors, je continue. Donc, ensuite, on a cette partie info, toujours, qui se retrouve dans les fonctionnalités. Donc, vous pourrez toujours les récupérer ici. Donc, cette partie info qui est très essentielle puisque c'est la partie qui est la partie présentation en fait, de qui vous êtes et de ce que vous recherchez, dans quel contexte vous vous situez, quelles relations vous voulez engager aujourd'hui avec les entreprises, comment vous présentez vos compétences, etc. Donc, cette partie-là, elle est essentielle. Elle ne doit pas faire un pavé. Il y a une manière de la présenter juste d'un point de vue de fond et de forme. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, ne faites pas comme moi, où je parle en anglais alors que mon profil est en français et où je mets une ligne où je parle de mes hobbies. Ce n'est pas forcément l'idée ici. Donc, l'idée ici, c'est de présenter, si vous avez un profil français, parce que là, on est dans la partie française. Je fais une petite aparté, parce que là, je présente mon profil dans le sens français. Mais si vous voulez ouvrir un profil anglais, portugais, espagnol, peu importe, vous pouvez le faire dans cet onglet qui se trouve juste ici en haut à gauche et où vous pouvez ajouter tout type de langue. Et donc, vous aurez un seul profil avec plusieurs sous-profils de langue. Voilà. Donc, pas besoin de créer plusieurs comptes LinkedIn avec plusieurs langues. Vous pouvez le faire au sein d'un même profil. Voilà. Donc, attention à ça parce qu'il y a eu des personnes qui créent plusieurs comptes avec des comptes à langue différentes. Donc, ne faites pas ça. Aujourd'hui, la fonctionnalité LinkedIn existe
pour pouvoir créer des profils avec plusieurs langues étrangères. Donc là, je suis sur le français, donc pas besoin de mettre l'anglais, on parle. Et là, je vais dans une première ligne présenter en fait ma situation, donc qui je suis, quel est mon parcours professionnel, hein, en quelques lignes, hein, ça peut être jusqu'à 5 lignes, parcours pro, vers quoi je m'oriente, les années d'expérience, quelle posture professionnelle j'ai eue jusqu'ici, et concrètement, qu'est-ce que je veux apporter pour le prochain employeur. Jusqu'à peu près 5-10 lignes, hein, suivant les personnes, hein, avec votre background, vous présentez votre situation. Donc, après 5 ans, j'ai à mon actif 5 ans d'expérience dans le domaine de la communication et du marketing digital. J'ai acquis tel et tel type d'expérience sur tel et tel projet, dans tel et tel secteur, avec tel ou tel client, hein, si vous êtes vraiment très sectorisé, hein, dans votre métier. Ce qui m'a permis aujourd'hui de développer telle expertise, et je souhaite apporter mon talent, mon expertise avec un contrat type, freelance, en stage ou quoi, sur tel et tel type de poste. Voilà. Donc, c'est un paragraphe d'introduction qui contextualise en fait qui vous êtes, qui résume un peu qui vous êtes et sur quoi vous voulez tendre. Voilà. Donc, c'est vraiment, on va dire, le storytelling ou l'introduction vraiment de lecture de votre profil. Donc, alors, j'ai une question, Tamara. On demande si tu peux augmenter la taille de la police ou zoomer pour que les personnes puissent mieux lire ce que tu écris. Merci. Voilà, là, j'ai zoomé. Donc, ça doit être mieux. Merci beaucoup. Bien, super. Voilà, et puis toujours, hein, si vous avez activé un espace en anglais, vous avez la partie, hein, de langue qui se trouve sur les côtés ici. Donc là, je peux cliquer sur l'anglais et dire qui je suis. Vous pouvez retrouver votre partie française ici et puis l'écrire en anglais, etc., etc. Voilà. Et ensuite, après ce paragraphe-là, vous pouvez présenter vos compétences, c'est-à-dire que vous pouvez, pour structurer, donc là, vous avez mis votre paragraphe, ensuite, vous sautez une ligne, vous mettez compétences, donc je rezoome, hein, puisque, voilà. Donc, compétences métiers, hein, comme vous voulez l'écrire. Donc là, je mets compétences métiers et ensuite je vais énumérer en fait via une liste, hein, pas une liste de 20 compétences, c'est pas l'idée, mais une liste de grandes thématiques de compétences qui vont bien faire comprendre aux recruteurs vers quel type d'emploi je me positionne et quelle est mon expertise. Donc voilà, peu importe, hein, quel que soit votre parcours, on a tous des choses à valoriser et ce travail de fond, il a à faire avec des conseillers, hein, ça peut être des conseillers Pôle emploi, des coachs en reconversion pro ou des chargés d'accompagnement vers l'emploi, par exemple, au sein des écoles Webforce 3. Donc là, je liste. Donc pour ça, je vais quand même prendre un point noir Word. Je vous le conseille. Ce sera plus facile à la lecture, hein, que de mettre des tirets ou des étoiles. Hein, ça ne se voit pas très bien. Là, c'est graissé, donc on comprend mieux, on lit mieux. Donc ça va permettre d'accompagner la lecture et la structure. Donc, par exemple, là, je suis toujours, hein, dans le domaine, par exemple, de la communication. Je vais dire, par exemple, social media, réseaux sociaux, management, par exemple, calendrier éditorial. Voilà, vous pouvez en une ligne énumérer la chose, etc., etc. Et en dessous, je vais mettre, par exemple, relations presse. Je vais mettre acquisition digitale. Si vous avez vraiment des compétences techniques sur des outils spécifiques, vous pouvez les énumérer. Hein. Donc, par exemple, je connais Google Analytics et plein d'autres outils, je peux les énumérer. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'est en fait de parler de tout ça, on va dire en voilà, 6 grandes thématiques maximum. Voilà, parce que quand vous en avez trop, ça veut aussi dire que peut-être vous ne savez pas
comment présenter votre parcours et vos compétences. Donc ça, c'est tout le travail à faire hein, avec des conseillers ou avec vous-même. Donc, trop écrire, c'est montrer en fait aux recruteurs que vous ne savez pas trop comment présenter votre parcours, quelles sont peut-être vos compétences. C'est pareil pour l'histoire du CV et en l'occurrence sur LinkedIn, c'est pareil. Donc, n'en dites pas trop, hein, résumez bien hein, quelles sont vos grandes compétences. Et ensuite, on rentre dans le détail lors d'un rendez-vous téléphonique, lors d'un entretien, mais pas besoin de trop en dire. Ensuite, si je peux compléter, Tamara, ce qui est important, c'est que c'est ce que je vous ai noté dans le chat, c'est que votre profil doit permettre à des recruteurs de comprendre extrêmement rapidement votre expérience, votre formation et votre projet professionnel. Et pour que votre profil soit le plus lisible auprès des recruteurs, il faut qu'il soit complet et surtout à jour. Et comme vous l'a dit Tamara, il ne faut pas tartiner, il faut aller à l'essentiel parce que comme le CV, le profil LinkedIn est lu extrêmement rapidement. Merci Brigitte. Je t'en prie. Tout à fait. Donc, on est en accord, c'est exactement ça. Après, moi, je rajoute aussi une autre partie qui est la partie soft skills, dans laquelle nous aussi, on engage hein, nos apprenants chez Webforce 3 sur cette partie-là, puisque ça concerne les qualités, on va dire, relationnelles, hein, les qualités interpersonnelles, ce qui n'est pas technique, hein, ce qui n'est pas de la compétence technique, mais ce qui va justement vous permettre de bien vous insérer en entreprise et de vous engager en entreprise. Donc, ça peut concerner voilà, plein de choses comme l'expression orale et écrite, le comportement, l'engagement, l'autonomie, la rigueur, la capacité de manager une équipe, d'engager des gens, etc. Donc, ces qualités relationnelles sont importantes puisque c'est ce qui est très recherché aussi par les recruteurs aujourd'hui. Les gens recherchent des talents qui ont des compétences techniques, mais pas que. Voilà. Parce qu'insérer quelqu'un au sein de sa culture d'entreprise, on veut savoir si la personne serait apte à travailler au sein de l'entreprise, si ses valeurs concordent en fait avec celles de l'entreprise. Donc ça, c'est important à valoriser, surtout si vous voulez vraiment postuler dans des entreprises spécifiques comme des startups ou des entreprises très sectorisées comme la musique, la production, cinéma. Donc n'hésitez pas à valoriser des qualités qui sont très recherchées dans certains métiers tout court ou dans certains secteurs. Voilà. Donc là, ça peut être par exemple esprit d'équipe, autonomie et rigueur, capacité à fédérer etc., etc. Voilà, on peut trouver plein de choses. Alors peut-être qualité relationnelle, c'est peut-être pas le relationnel ou… On parle de compétences relationnelles, de qualité relationnelle, de compétences comportementales. Ok, super. Donc voilà. Donc, voilà comment on peut présenter son profil. Mais après, il y a plein d'autres manières de le faire. C'est un modèle. Au moins comme ça, vous présentez concrètement qui vous êtes, hein, quel est votre projet, quelles sont vos compétences, ce que vous recherchez. Et comme ça, la lecture, hein, juste de la structure aussi visuelle, on comprend très vite qui vous êtes. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, vous enregistrez. Donc, je reviens en arrière et je continue. Donc, on va défiler. Alors, bon, là, vous avez un tableau de bord, OK. Là, vous avez votre activité. Donc, ça, c'est vraiment la partie que on verra peut-être une autre fois dans un atelier. Alors, juste avant, Tamara, si tu peux répondre, une question qui est importante. La partie info sur LinkedIn ne laisse voir que les 3 premières lignes. Les RH prennent-ils vraiment le temps de cliquer pour dérouler et lire la partie en entier? La personne parle de cette partie-là, info? Oui, oui. Si la personne est en recherche active, oui. Enfin, si la personne est intéressée, oui. Après, voilà, hein, l'idée d'optimiser son profil LinkedIn, c'est de vous donner toutes les chances pour être lu et pour être compris, hein, pour comprendre en fait qui vous êtes tout de suite par le recruteur. Et en fait, c'est aussi pour accompagner LinkedIn dans son algorithme à vous pousser en fait dans les résultats de recherche. Donc, oui, normalement, les RH doivent lire. Oui, je complète, les RH lisent. Si vous avez donné envie sur les 3 premières lignes, elles vont beaucoup plus loin et elles lisent entièrement le profil.
Ouais, voilà, donc en fait, quand on regarde l'idée de travailler cette partie haute, en fait, elle est très essentielle parce que si elle n'est pas compréhensible tout de suite, les gens peut-être ne défileront pas après. Voilà, c'est le cas pour tout type de réseau social, hein. Quand on voit que le début est moche, on n'a pas envie de continuer et voir la suite. Donc, c'est partout pareil, on va dire. Donc les RH, ils ont une lecture, enfin, un parcours sur ce réseau social qui peut être le même pour tout type de client, pour tout type d'utilisateur sur Internet. Quand on commence bien, on continue, et quand on commence mal, on n'a pas envie de continuer. Donc ça s'appelle l'expérience aussi utilisateur. Donc n'hésitez pas à bien remplir toutes ces fonctionnalités que vous propose LinkedIn et qu'ils ont dû, eux d'ailleurs, travailler, hein, en fonction de plein de choses. Mais oui, les gens lisent. Et plus vous optimisez, plus on vous lira en fait. Voilà, je continue. Donc, cette partie-là est une partie où vous pouvez publier des actualités. Donc, ça, c'est vraiment la troisième étape qui est la e-réputation pour engager un réseau, créer votre réseau, développer votre réseau. Donc, ça fera partie d'un autre atelier. Là, on va continuer vraiment sur l'optimisation de votre profil LinkedIn dans le sens de présentation de votre profil et de compétences. Donc, là, on arrive dans la partie expérience qui est essentielle, dans lequel il y a plein de disparités en fait en termes d'utilisation. Donc, je vais vous présenter une manière de le faire de la plus adéquate possible. Donc, par exemple, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que quand on crée une expérience, il est important de ne pas mettre de phrases en fait dans les intitulés de poste, puisque premièrement, les intitulés de poste en fait sont enrichis via l'algorithme de LinkedIn. Vous voyez, on vous en propose. Et si vous mettez des phrases du type responsable communication marketing, cellule, je sais pas moi, secteur BI de la société mère de la maison mère. Voilà, c'est arrivé hein, de voir des profils comme ça. C'est pas forcément la meilleure chose à faire puisque vous perturbez en fait à la fois la lisibilité de votre profil et à la fois la compréhension de votre profil par LinkedIn dans son algorithme. Donc, n'écrivez pas des phrases ici. Ces phrases-là, hein, vous pourrez les expliquer dans la description en bas. Donc là, écrivez bien votre intitulé de poste. Donc, pas besoin de mettre des parenthèses, stage, alternance, CDI. Vous pouvez tout décrire en fait dans la partie description. Donc, aidez-vous et aidez les gens à mieux lire votre profil en mettant bien juste un intitulé de poste classique. Par exemple, je suis responsable marketing, je suis responsable commercial, du développement commercial, etc., etc. Ensuite, vous délimitez votre type d'emploi. Donc voilà, cette fonctionnalité est apparue, il me semble, en hiver dernier hein, avec LinkedIn. Vous pouvez aussi délimiter quel type de contrat vous avez eu. Donc, est-ce que c'était en CDI, CDD, vous étiez entrepreneur, en freelance, en stage, en contrat d'alternance, etc., etc. Ensuite, vous intégrez bien l'entreprise. Il y a souvent des personnes qui intègrent en fait des entreprises sans forcément mettre directement la page de l'entreprise liée à LinkedIn. Donc là, si vous avez des pages d'entreprise qui apparaissent ici avec une photo, c'est que la page de l'entreprise existe. Donc, mettez bien la page de l'entreprise au sein même de cette case. Voilà. Alors, je vais interrompre parce qu'il y a pas mal de questions. Alors déjà, il y a pas mal de questions sur quand je suis en reconversion, comment je fais, quand j'ai 3 métiers différents, etc. Un profil LinkedIn, c'est votre projet professionnel. Donc, à un moment donné, vous avez peut-être 3 métiers différents, mais à un moment donné, à un instant T, vous ne vous éparpillez pas partout, sinon ça ne marche pas. Donc, il faut faire un choix et définir et bâtir son projet professionnel. Une fois que c'est fait, eh bien, vous verrez, il n'y aura plus qu'un métier à inscrire sur le profil LinkedIn. Pour la reconversion professionnelle, c'est la même chose. Vous allez mettre en avant des compétences qui sont transférables et transverses sur votre prochain métier. Oui, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Et c'est intéressant que tu parles tout de suite de la compétence transverse, enfin, de l'idée de transversalité, parce qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Une fois, il y a une personne qui m'a demandé, et du coup, moi, si j'ai fait ça avant, pendant 10 ans, ça sert à quoi que je le mette? Autant mettre tout de suite que par exemple, que j'ai envie d'être développeuse web et que j'enlève tout ce que j'ai fait avant parce que ça peut peut-être me dévaloriser, ça va me mettre une épine dans le pied, bien sûr que non. Parce que quand vous avez eu 10 ans d'expérience, déjà, c'est pas rien. Vous avez développé des compétences.
Et en plus de ça, au-delà du fait que vous avez changé de métier, vous avez des compétences que vous pourrez réutiliser, hein, des compétences qui ne sont pas forcément obsolètes. Hein. Le travail en équipe, la relation avec les personnes, la relation client. Et ben, quand vous êtes développeur, vous devez savoir converser avec un client, converser avec des collaborateurs, savoir travailler en équipe. Hein. On est loin, par exemple, du cliché du développeur nerd qui reste dans son coin. Et ça n'existe presque plus, en fait, puisque tout le monde travaille ensemble, tout le monde est interconnecté, hein, encore plus dans le numérique. Donc, en fait, il n'y a pas de mauvaise expérience. Alors, il y a des expériences qu'on ne met pas forcément, hein, comme des expériences de très courte durée d'1 mois, si on a fait du babysitting, ce genre de choses. Mais si c'est des expériences sur de la longue durée, vous pouvez le mettre en avant et il n'y a pas de mauvaise expérience en soi. Okay. C'est une manière de montrer aussi que si vous êtes en reconversion, que vous savez, que vous saurez capitaliser sur certaines compétences et que vous en développez de nouvelles et qu'il n'y a pas de compétences obsolètes, il y a juste des compétences qui se transforment. Mais voilà, rien n'est à jeter forcément. Voilà. Okay. Donc, ce qui est important, c'est quand vous allez faire votre profil, c'est d'avoir fait un travail préalable sur vos compétences pour savoir celles que vous allez retenir sur votre profil. Alors, il y a d'autres questions qui sont intéressantes. Beaucoup qui travaillent en freelance, qui sont des indépendants et qui posent la question comment mettre ça en place sur son profil LinkedIn lorsqu'on ne recherche pas un emploi salarié, mais plus un emploi freelance. Alors, du coup, la question, c'est si je suis freelance, qu'est-ce que je dois faire de différent, c'est ça? Oui, si je suis freelance, qu'est-ce que je dois faire de différent? Alors, pour le coup, les freelances, et tout à l'heure, je vous parlais de la bannière tout en haut, elle est très utilisée par les consultants et les freelances. Donc, si ce n'est pas fait, je vous encourage à le faire. N'hésitez pas à mettre des portfolios, hein, je vais vous en parler, de ce que vous avez fait pour des clients. Et ça peut être intégré maintenant au sein même d'expériences. Donc, il y a des choses à faire pour les freelances. Donc, ce que je présente là, en fait, dans l'atelier, ce qu'on vous présente avec Brigitte, ça peut être en fait, c'est des recommandations qui peuvent être appliquées à tout le monde, en fait. C'est juste qu'il y a des personnes qui doivent plus en faire que d'autres. Par exemple, un freelance, il a des portfolios peut-être à partager. Quelqu'un qui a fait des CDI toute sa vie n'a pas forcément un portfolio à partager ou il n'en a pas forcément le droit aussi. Donc, ça dépend en fait de chacun. Donc là, on vous présente vraiment les fonctionnalités incontournables et ensuite, vous les appliquez à votre cas au maximum. Voilà. Alors, j'ai une autre réponse et là, je n'ai pas la question. Les postes proposés sur LinkedIn sont toujours au masculin, coordinateur administratif et financier et non coordinatrice administrative et financière. Est-ce que l'on loupe quelque chose via l'algorithme si on met le métier au féminin? C'est possible. Là, je ne sais pas répondre. Là, moi non plus. Je pense qu'il ne faut même pas rentrer dans un débat de pourquoi ce n'est pas féminisé. C'est triste, mais c'est comme ça. Je ne pense pas que… Alors, on va tester, par exemple, le terme chargé. Je ne pense pas, en fait. Je vous conseille, si vraiment vous êtes dans une optique où vous voulez vraiment trouver un boulot, pliez-vous un peu à la sémantique de LinkedIn. Donc, chargé de projet, par exemple. Il n'y a pas de E, de E, mais vous mettez le E. Et si un jour, vous n'avez rien à perdre et vous avez vraiment envie de féminiser votre profil parce que voilà, maintenant vous êtes embauché et vous voulez vous en fichez, dans ce cas-là, vous le mettez comme vous le souhaitez. Vous pourrez le valider après votre profil. Sur cette question, si je peux me permettre, LinkedIn, c'est un outil américain et c'est très français la féminisation des titres, même si nous, on est très favorable à ça. Et donc, vous devez vous dire que c'est un outil qui a été fait, c'est une plateforme américaine et donc il faut que vous soyez au masculin si vous voulez être trouvé, quoi. Voilà, donc rien ne vous empêche hein, dans votre description. Alors là, on parle des expériences. Excusez-moi, je vais fermer, on va remonter un petit peu. Rien ne vous empêche de féminiser votre titre de poste, on ne va pas en mourir, de mettre chargé au féminin ici, etc., etc. Mais dans les expériences, parce que c'est forcément ça qui est très pris en compte dans le scoring de LinkedIn, mettez bien ce qu'on vous propose dans la liste. Voilà. Voilà. Après, les RH dans la solution Talent Solutions, ils vont beaucoup chercher par compétence. Donc, une compétence n'est pas forcément féminisée. Voilà.
ils ne vont pas chercher un homme ou une femme, il n'y a pas ce critère-là dans la solution RH, hein, même si c'est des Américains, ils ne sont pas arrivés jusque-là. Mais voilà, on vous demande du coup de bien prendre ce qu'il y a dans la liste parce que ça ne peut pas être au féminin. En tout cas, ça le peut, mais vous ne serez pas remonté dans le scoring de LinkedIn si vous êtes en recherche active. Voilà, donc là, on en arrive à là. On va continuer. Donc, je mets bien l'entreprise avec sa page au maximum. Il y en a qui n'ont pas de page, mais je mets au maximum la page. Ensuite, je délimite dans quel lieu j'ai travaillé. Donc là, j'ai travaillé à Paris, Île-de-France. J'occupe actuellement ce poste ou pas. Vous délimitez votre date de début, votre date de fin. Et ensuite, dans la description, et c'est la partie la plus importante et qui rejoint une remarque de Brigitte, qui est de bien délimiter en amont, en fait, finalement, de la construction de votre profil LinkedIn, de vos compétences et de concrètement ce fond, en fait, de quelles sont mes compétences, quel est mon projet professionnel, vers où je vais, qu'est-ce que j'ai appris jusqu'ici, vers quel secteur je veux aller, etc., qui va vous permettre vraiment de bien rédiger en fait vos missions pour chaque expérience et après de vous en servir pour bien présenter votre expérience et votre souhait de recherche lors d'un entretien. Tout va ensemble en fait finalement, hein. Donc là, je vais vous présenter une manière type qui vous permet au maximum d'optimiser votre présentation, vos missions. Donc là, toujours pareil, hein, on contextualise. Donc tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas mettre de parenthèses, j'étais dans tel BU, de tel secteur, de telle cellule, etc., dans tel tour de la défense. Là, vous précisez ça ici. Donc là, par exemple, vous contextualisez. Alors, je vais me permettre de changer d'expérience parce que dans une autre expérience, je l'avais fait en exemple. Donc là, par exemple, dans cette expérience, je contextualise en disant, moi, je suis arrivée, je suis intervenue au sein, par exemple, de la direction X dans un contexte de transformation de la relation client, par exemple. De la relation client, mon rôle était par exemple, de faire, de revoir X avec 3 grandes thématiques de mission, quoi. Voilà, en 2 lignes. Ça doit prendre 2 lignes à peu près pour contextualiser en fait votre posture au sein de l'entreprise et pour que le RH justement comprenne quelle est votre posture. Parce que voilà, un RH aussi peut recruter une chargée de communication, mais en fait, la chargée de communication, pour lui ou pour elle, ça va être une personne qui finalement a un véritable poste de direction. Voilà, on ne peut pas savoir en fait ce que recherchent les personnes. Donc, soyez le plus réaliste possible vis-à-vis de votre posture. Il ne faut pas mentir. Soyez réaliste et présentez votre place et votre rôle au sein de l'entreprise. Donc, après ces 2 lignes, vous pouvez commencer à énumérer vos missions. Après tout le travail de fond que vous aurez fait en amont. Et là, pareil, je vous reconseille de prendre les caractères de points, hein, pas de tiret, pas de ça. Comme ça permet de bien distinguer en fait les lignes entre chaque mission. Donc, au maximum, pas de pavé. Là, j'ai fait des pavés, il ne faut pas faire de pavés. Essayez d'être concis et d'être le plus précis possible en même temps. Voilà, c'est un travail difficile, mais c'est un travail qui prend du temps et qu'il faut faire en amont. Donc, essayez d'aller crescendo. Par exemple, si vous avez fait de la stratégie et ensuite vous avez fait de l'opérationnel et vous avez fait des bilans, commencez pas par les bilans et enfin par la stratégie. Donc, essayez de créer une structure d'échelle en fait dans vos missions. Par exemple, je commence par définition de la stratégie, ensuite participation à ça, et ensuite je passe dans l'opérationnel. Gestion de projet, développement de ça, gestion des réseaux sociaux, et entre parenthèses, j'explique en fait ce que je fais. Et là, il faut prendre du plaisir à quand même rédiger dans le détail ce que vous avez fait, surtout en termes de compétences et d'outils et de ce que vous voyez en fait dans les fiches de poste des recruteurs. Par exemple, si vous sentez dans des offres d'emploi liées à votre métier que les gens recherchent une personne qui sache faire de l'accueil, de la relation client, qui sache utiliser les outils web pour faire de la relation client, etc., et que vous l'avez fait, il faut les énumérer. Il faut énumérer les noms d'outils, hein, parce que les recruteurs cherchent aussi des personnes qui maîtrisent des outils. Donc, n'hésitez pas à énumérer les choses. Donc là, par exemple, je prends un exemple par exemple, j'ai développé et optimisé des campagnes d'acquisition.
qu'est-ce que j'ai fait? Et je sais que les recruteurs cherchent exactement ces mots-clés. J'ai fait du display, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait du SMO, SEA pour ceux que ça part, peu importe. J'ai fait de l'AdWords, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à énumérer. Alors, il ne faut pas mettre des mots-clés pour mettre des mots-clés. Hein. Ne mettez pas ce que vous n'avez jamais fait. Ce n'est pas l'idée, mais énumérez bien la chose et structurez bien la présentation de vos missions. Voilà. Alors, ça va me permettre de répondre à des questions. Oui, Il faut qu'il y ait une cohérence, et ça c'est extrêmement important, entre votre CV et votre profil LinkedIn. Alors attention, un profil LinkedIn n'est pas un CV, mais les informations entre le profil et le CV doivent être cohérents. Puisque la première chose que va avoir le recruteur, éventuellement c'est votre CV, il va googliser votre nom pour accéder à votre profil et là, il va vérifier si ce que vous avez mis dans votre CV est cohérent avec ce que vous avez mis dans votre profil. Donc, faites bien attention d'avoir une cohérence de toute manière sur tout ce que, dans le cadre de toutes vos communications sur les réseaux sociaux. Super, merci Brigitte. Rejoint la troisième étape qui est la réputation, c'est-à-dire que la cohérence que vous devez faire entre votre CV, votre LinkedIn ou votre mini-site. Hein, peut-être qu'il y a des gens ici, par exemple, on parlait de freelance, ont peut-être des sites, des sites personnels ou un Twitter pour les gens qui sont très communicants. Donc, n'hésitez pas à créer une cohérence et à bien gérer votre réputation pour être sûr que le RH, parce que les RH, à 95%, ils checkent votre réputation en ligne. Alors déjà, ils vont voir si vous avez un LinkedIn ou un site ou quelque chose dans ce genre pour engager avec vous une relation ou juste comprendre qui vous êtes. Et ensuite, ils vont aller checker ailleurs. Est-ce que vous êtes engagé sur Twitter, sur Facebook? Est-ce que vous êtes un influenceur? Est-ce que vous êtes dans des groupes, je ne sais pas moi, de communicants dans votre expertise métier, dans lequel eux, ils se retrouvent peut-être, etc., etc. Donc, c'est important de garder toute cette cohérence pour justement créer la confiance, comme elle disait Brigitte en début du webinaire, parce que voilà, une personne qui a un profil professionnel sur un réseau social professionnel, elle est intégrée dans un écosystème en fait web et digital dans son ensemble. Donc, une personne qui est sur LinkedIn, si elle est incohérente dans sa communication sur Facebook avec des photos qui la mettent en info ou qui sont défavorables à son image, eh ben, on n'aura pas trop envie de faire confiance à la personne sur LinkedIn parce qu'il n'y a pas de cohérence globale. Voilà. Donc ça, c'est important à prendre en compte quand vous voulez créer une image professionnelle en ligne. Il faut que vous ayez une image globale de confiance et claire en ligne. Voilà. Voilà, donc l'importance donc, de contextualiser dans quelle posture vous avez eu dans l'entreprise, au sein de quel service, dans quel contexte pour l'entreprise, et ensuite définir vos missions en échelle, voilà, en précisant bien les mots-clés. Donc là, vous faites plaisir un maximum, puisque ça va être repris en fait par LinkedIn, et essayez un maximum entre ce qu'il y a dans vos expériences et ce qu'il y a dans votre intro, qu'il y ait une démultiplication de compétences. Comme ça ça démultiplie en fait les mots-clés que vous avez sur votre profil. Ça permet à la lecture déjà de bien revoir les mêmes mots-clés et surtout à LinkedIn de bien scorer votre profil. Voilà. Voilà, donc là, c'est les expériences. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, concernant les descriptions de poste, doit-on mettre toutes les tâches effectuées, etc., etc. Alors, une fois encore, faites attention, le profil LinkedIn est vu de façon lu de façon très, très rapide. Non, il ne faut pas tout mettre. Il faut mettre celles qui sont essentielles dans le cadre de votre projet professionnel. Il faut que vous arrivez à un moment donné, en fonction de l'ensemble des métiers que vous avez eus, à retirer l'essentiel des compétences que vous allez utiliser dans votre projet professionnel. C'est surtout ça qu'on veut voir. Je travaille dans la production audiovisuelle et événementielle. Quel type de photos mettre en avant pour ne pas réduire mes missions à un seul type de production d'événements? Ouais, en fait, de ce que je comprends, cette personne est issue d'un milieu créatif, c'est ça? Oui. Elle travaille dans la production audiovisuelle et l'événementiel. Oui. En fait, en début de webinaire, je proposais s'il y a des personnes, alors que la photo de toute façon doit être un maximum professionnel neutre, hein, donc pas de selfie, pas de
pas de couleurs chaudes, voilà. On n'est pas sur Instagram, donc essayez le plus neutre possible. Néanmoins, pour les personnes qui ont un profil très créatif, de personnes qui sont dans des secteurs culturels qui prêtent en fait à avoir une image, je ne sais pas moi, un peu plus graphique, un peu plus design. Je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir une photo où la personne en fait est dessinée. Il y a des personnes qui se dessinent elles-mêmes et qui la mettent en photo, ou des personnes qui se mettent en noir et blanc avec une guitare. Enfin, je caricature. Mais en fait, c'est possible, mais il faut vraiment le faire si vous savez que à la fois les recruteurs et à la fois les personnes à qui vous engagez professionnellement seraient aptes à attendre ça de vous en termes d'image. C'est possible. Voilà. Il y a des gens qui le font. C'est surtout des créatifs, en fait. Donc, si vous êtes un créatif, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Sinon, un maximum, gardez une photo professionnelle neutre. Mais encore une fois, hein, tout dépend de comment vous voulez, quel type de personne en fait vous voulez toucher sur ce réseau social. Si vous savez déjà quelles sont leurs attentes, qu'est-ce que vous pouvez renvoyer comme image à ces personnes, faites-le. Si vous ne le savez pas encore, gardez une image neutre pour le moment. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, il y avait les freelances. Donc, pour les personnes freelance, là, je vais vous donner un exemple d'expérience que j'ai eue en freelance. Donc, les freelances, c'est pareil, en fait. Si vous avez une page, vous, d'entreprise en tant que freelance, vous mettez votre page, sinon vous vous mettez en indépendant. Hein. Donc, vous mettez votre titre. Alors, quand on est freelance, on se dit consultant. Vous pouvez très bien être aussi juste, par exemple, graphiste ou être, je ne sais pas moi, en acquisition. Vous n'êtes pas obligé de me mettre entre parenthèses freelance. La règle, elle est pareille pour tout. Vous mettez bien ce qui ressort de LinkedIn. Là, vous voyez, en fait, moi, j'ai fait à ma sauce, c'est pas bien. Donc, mettez un peu ce qui ressort et ensuite, vous spécifiez dans le titre d'emploi le terme freelance. Voilà. De toute façon, personne ne sera leurré. Les gens, quand ils font leur recherche, ils font leur recherche en termes de critères. Donc, quand vous aurez bien nettoyé votre LinkedIn, il n'y aura pas de raison que la personne se dise « Ah, mais en fait, c'est un freelance, je ne voulais pas un freelance, etc. » Vous allez bien ressortir. Et quand vous allez bien spécifier ça dans votre titre de profil, dans votre intro et dans vos expériences, ce sera clair. Donc, la règle, elle est pour tout le monde pareil. Ensuite, vous spécifiez vos lieux. Alors, bon, si vous avez travaillé pour différentes villes, vous mettez vos villes avec des virgules. Moi, je pense que je vais garder ça comme ça parce que, bon, je ne sais pas si c'est vraiment gênant dans le fond. Donc, vous pouvez énumérer vos villes. Ensuite, vous spécifiez depuis quand vous faites ça. Si vous êtes toujours freelance, vous dites que vous occupez actuellement ce poste. Écrivez en fait ce que vous faites et la règle, elle est pareille. Hein. J'apporte une expertise dans tel domaine depuis 15 ans et vous pouvez énumérer vos clients du coup. Donc, vous pouvez spécifier vos clients par secteur d'activité. Par exemple, si vous avez fait de la grande distribution, vous pouvez taper du coup le nom du secteur et les entreprises liées au secteur. Donc, bancaire, banque, etc. etc. Et vous pouvez faire ça comme ça. Voilà. Mais bon, c'est pareil. Hein. Après, vous énumérez par points vos grandes expertises sur lesquelles vous intervenez pour vos clients, comme dans votre intro. Et ce qui est bien pour vous, les freelances, c'est que vous pouvez, plus que les autres, dans le fond, ajouter un portfolio. Soit vous redirigez vers votre site, ou si vous avez un portfolio sur des plateformes comme Behance ou ce genre de choses, de graphistes par exemple, ou de dev, ou peu importe, vous pouvez mettre des liens vers vos créations. Soit vous pouvez télécharger des documents et ça fera apparaître des petites vignettes de photos et de documents qui peuvent être téléchargeables et vus. Et visuellement, c'est très sympa. Donc, ça donne envie en fait de s'engager. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes freelance, c'est de faire en fait de vous mettre en tant qu'expert avec le titre d'emploi freelance, mais en mettant par exemple directement le titre de poste. Par exemple, j'ai travaillé chez BNP Paribas, etc. Et là, je décris la mission que j'ai faite que chez BNP Paribas. Et je fais ça pour toutes les boîtes avec qui j'ai travaillé en démultipliant plein d'expériences à la fois. Donc, ça vous permet de remonter en tant qu'expert freelance sur plusieurs années ou plusieurs mois. Et en même temps, ça valorise peut-être un peu plus votre profil. Vous pouvez faire ça comme ça aussi. Donc ça, c'est vraiment si
depuis le début, vous ne faites que du freelance. Donc, faites ça pour peut-être plusieurs types de clients. Sinon, vous faites une expérience globale, quoi. Voilà. Et pour bien faire comprendre votre profil en tant que freelance, vous pouvez faire les deux, en fait. Vous pouvez créer cette expérience-là avec tous vos types de clients. Et ça va apparaître tout en haut de la liste, c'est-à-dire ici. Voilà. Et ensuite, tout en bas, vous aurez toutes les expériences point par point pour chaque client que vous avez eu. Donc, cette partie est importante, quel que soit votre profil, hein, que vous soyez étudiant, en reconversion, en formation ou expert. La formation est importante. Donc, plus vous êtes expert, pas besoin de dire que vous avez fait un lycée ou un collège, hein, bien sûr. Vous pouvez mettre votre parcours d'études classiques si vous jugez que c'est intéressant à valoriser. Sinon, pour les personnes qui intègrent récemment le marché du travail, essayez de bien spécifier toutes les formations que vous avez eues depuis le début. Donc, si vous avez fait une école de commerce, vous le spécifiez bien. Et si vous avez un parcours un peu éclaté, du type BTS, ensuite j'ai fait une licence, mais je suis passée par un bac pro et ensuite j'ai refait un master, vous le précisez ça aussi, comme ça on comprend d'où vous venez. Voilà. Donc, par exemple, c'est pareil en fait que les expériences. Là, vous allez spécifier l'école dans laquelle vous avez été. Normalement, chaque école a une page aussi école, comme les pages entreprises. Vous spécifiez votre diplôme, vous spécifiez le domaine d'études dans lequel vous avez travaillé, de quelle année à quelle année, le résultat que vous avez obtenu. Et là, vous pouvez préciser, surtout si vous êtes en reconversion et que vous faites une formation, vous êtes étudiant récemment qui va intégrer le marché de l'emploi, énumérer toutes les compétences que vous avez acquises lors de la formation. Et surtout, si vous cherchez un stage ou une alternance, n'attendez pas de commencer à chercher un emploi, un stage ou une alternance pour énumérer cette partie-là. Il faut absolument l'intégrer dès votre entrée en formation. Comme ça, quand vous aurez bien fait votre LinkedIn et que vous commencerez à postuler, tout sera bien intégré. Et c'est important de faire parce que voilà, quand vous êtes en formation, vous n'avez pas forcément toutes les compétences tout de suite, mais l'idée, c'est qu'à la fin de la formation, vous les ayez toutes en partie. Donc, l'idée, c'est de bien les énumérer. Donc, énumérer bien tout le référentiel de compétences qu'on vous apporte dans la formation. Comme ça donne une vue au recruteur qui va prendre un stagiaire, un alternant ou quelqu'un directement en CDI à la fin d'une formation, de se rendre compte de ce que la personne a appris en formation et de vous contacter. Voilà. Parce que peut-être que vous n'aurez pas d'expérience en fait, dans le domaine, mais vous avez une formation avec des compétences dans le domaine. Donc, valorisez-les et mettez-les également dans votre introduction. Voilà. Donc, il n'y a pas de tabou à avoir. Il n'y a que des étapes dans la vie. Donc, mettez bien tout ce que vous allez acquérir et que vous avez acquis, sans mentir, bien sûr. Hein, il ne faut pas mettre des compétences qu'on n'a jamais eues ou qu'on pense avoir et on verra plus tard. Mettez bien celles sur lesquelles vous êtes en train de vous former, sur lesquelles vous avez été formé, pour vous valoriser un maximum. Voilà. Et là, vous pouvez partager des projets, si vous en avez fait pendant des formations. Vous pouvez partager des portfolios que vous avez construits au cours de la formation, des projets de groupe, des projets de fin d'études, des projets présentés à un jury, dans des concours. Donc, n'hésitez pas à les partager autant que possible si ça vous valorise. Voilà. Voilà pour la formation. Suivant certains profils, ça peut être très stratégique, comme ça ne l'est pas forcément pour des profils très expérimentés. Donc, en fonction de votre profil, vous jugerez cette partie est importante. Ensuite, on va passer à la partie compétences et recommandations qui sont les parties des plus cruciales en fait, dans le profil LinkedIn. Alors, si on peut résumer les parties les plus importantes peut-être du profil LinkedIn, ça va être l'entête, finalement, tout ce que je vous présente, c'est-à-dire l'entête. Ça va être cette partie-là. Les expériences, oui, à minima, mais ces parties-là, en fait, elles sont extrêmement importantes, compétences et recommandations, parce que c'est celles, en fait, qui vont vraiment être travaillées par LinkedIn dans le scoring. Voilà. Parce que LinkedIn, il va travailler, en fait, dans son algo à vous scorer avec la démultiplication de mots-clés dans la sémantique, mais quand il peut prendre des termes dans des champs déjà préexistants chez lui, donc par exemple, les termes qu'on peut retrouver ici, qu'on vous propose ou dans compétences, eh ben, il faut le faire absolument parce que c'est surtout sur ça qu'il va travailler en fait pour vous scorer. Donc, les compétences, vous reprenez toutes les compétences que vous avez mises dans vos expériences, dans votre intro, etc., dans votre formation.
et vous les intégrez ici. On ne met pas des compétences qu'on n'a jamais acquis, mais qu'on pense qu'il faut mettre parce que ça va nous valoriser. Ne faites pas ça, même si parfois on veut se donner toutes les chances qu'on veut. Essayez d'être logique en fait et cohérent en fait, dans la présentation de vos compétences. Il ne faut pas mettre 15 000 compétences. Il faut mettre des grandes compétences sur lesquelles on sait qu'on s'engage et surtout demander à votre réseau de vous recommander vos compétences. Donc, demandez à vos collègues en formation, à vos collègues professionnels, à vos collègues en formation, à vos camarades de formation, à vos collègues en entreprise, à vos clients, à vos proches, voilà, des gens à qui vous savez que ça va vous valoriser. Demandez-leur de vous liker. En fait, on fait juste que liker les compétences des autres. Et plus vous demanderez à des gens qui sont hautement qualifiés dans ce domaine, que présente comme ça, par exemple, LinkedIn. Donc là, par exemple, je prends cet exemple. Là, LinkedIn me présente... alors, est-ce qu'il me présente les 6 personnes hautement qualifiées? Ouais, voilà. Donc, pour la compétence, par exemple, marketing digital, je l'ai intégrée. J'ai des gens dans mon réseau qui m'ont recommandé parce qu'eux ont déjà la compétence et qu'elle est notée sur leur profil. Donc, c'est des gens qui sont expérimentés de par la note sur leurs compétences et leur expérience au vu de la liste d'expériences qu'ils ont mis sur leur profil. Donc, ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'être scoré par LinkedIn et juste, ça donne confiance aussi d'un point de vue visuel de voir que la personne, elle est notée. Voilà, donc essayez un maximum de vous faire surtout noter par des gens avec qui vous avez travaillé, des gens qui ont déjà la compétence, parce que LinkedIn vous fait remonter encore plus, en fait, quand c'est le cas. Vous pouvez demander à vos professeurs si vous êtes en formation aussi, donc il y a moyen de se faire recommander. Ne mettez pas trop de compétences. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de compétences, ça devait être à une époque où j'avais créé mon LinkedIn. Bon, c'est pas grave. Je vais les enlever. Du coup, voilà. Et ensuite, il y a la partie recommandation véritable. Donc là, il y a une personne qui a un profil LinkedIn. C'est qu'une personne qui peut avoir un profil LinkedIn qui peut le faire, qui peut vous recommander. Et ça, c'est très important parce que ça apparaît à la fois en haut de profil, ici, quand la personne cherche un profil. Et à la fois, ça se voit ici et la personne, le recruteur, peut défiler et voir la recommandation qui a été faite. Donc, fini, entre guillemets, le temps où on demande papier pour la donner au recruteur. Là, vous pouvez le faire directement sur LinkedIn et c'est à vie, donc, et c'est numérique et c'est sur votre profil LinkedIn. Donc, essayez au maximum de vous faire recommander par des collègues, par des anciens supérieurs hiérarchiques, par des clients. Voilà, au maximum, comme ça, vous êtes encore plus scoré. Voilà. Et sinon, pour les freelances, vous avez aussi, si vous ne le faites pas sur LinkedIn, vous pouvez être noté sur des plateformes de freelance, par exemple Malte, ce genre de choses. Donc là, vous n'êtes pas obligé de le faire ici si vous le faites déjà dans d'autres plateformes. Voilà, donc c'est vraiment au bon vouloir de chacun, mais ça aide beaucoup. Ça crée le lien de confiance et surtout, ça vous fait scorer par LinkedIn et ça donne envie de lire et de s'engager avec vous. Moi, j'ai plein de compétences. J'ai des trucs qui ne servent pas forcément à grand-chose. Même si je les aime, en fait, c'est démultiplié, c'est pas très propre. Donc, vous voyez, finalement, c'est celles-là qui sont importantes et le reste, c'est du détail. Après, dans les compétences, si vous avez une compétence sur un outil, alors, Microsoft Word, tout ça, les outils bureautiques, ce n'est pas forcément essentiel, sauf si vous êtes vraiment dans un métier où vous avez besoin de vous valoriser au travers de cet outil. Mais si vous avez des outils vraiment de travail sur lesquels vous sentez que vous pouvez être valorisé, peu importe lesquels, vous avez utilisé en entreprise, faites-le. Voilà. Intégrez-les, demandez à ce qu'on vous note sur ces outils-là. Et vous voyez, aujourd'hui, maintenant, LinkedIn propose aux utilisateurs de carrément évaluer leurs compétences parce qu'ils savent aussi qu'il y a des personnes qui demandent à être likées dans leurs compétences, mais entre guillemets, c'est trop facile. Donc maintenant, vous pouvez évaluer vos propres compétences sur LinkedIn. Alors parfois, c'est dur quand même. Moi, j'ai testé un truc, c'est pas facile. Donc, essayez de voir si c'est simple. Moi, j'ai essayé sur une partie, c'était pas forcément simple. Donc, évaluez vos propres compétences. Comme ça crée encore plus un niveau de confiance vis-à-vis de votre compétence.
niveaux Alors, qui vous sont attribués. il y a une question très intéressante qui est les 5 erreurs à ne surtout pas faire et qui reviennent tout le temps. C'est un peu compliqué de répondre ça, mais il y a une première erreur qui revient sur LinkedIn, surtout si on veut remonter sur l'algorithme, et ben déjà, c'est si vous ne mettez pas de photos, ben ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la première erreur, c'est de décider de ne pas mettre de photos. Donc, si vous décidez d'aller vers le réseau social LinkedIn, il faut impérativement mettre une photo. Parce que sinon, vous n'allez pas remonter dans les scores, dans le scoring de LinkedIn. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est toujours cette histoire de bien comprendre que sur LinkedIn, vous êtes vraiment sur un réseau social. Ouais. Donc, vous engagez un lien en fait avec un réseau. Donc, à l'époque, on considérait LinkedIn pas du tout comme Facebook ou pas du tout comme autre réseau. Là, ça l'est. C'est-à-dire que les gens sont très créateurs de contenu sur LinkedIn. Les développements de réseaux sont très importants. Vous pouvez vous abonner à des personnes sans forcément vous connecter avec elles, à des actualités. Vous pouvez créer des articles sur LinkedIn. Vous pouvez partager de la vidéo, des fichiers. Vous pouvez rejoindre des groupes. Donc, on est vraiment sur un réseau social. Donc, partagez votre photo, partagez ce que vous faites. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de choses à cacher. Il n'y a que des choses qui peuvent vous valoriser. Surtout si vous êtes en recherche d'emploi ou dans une perspective où vous voulez retourner à l'emploi en vous formant ou faire autre chose. Donc, valorisez-vous au maximum. Recommandez, créez-vous un réseau, gérez votre réputation. Voilà. Et donc, passer par la photo, c'est essentiel parce que voilà, ça crée le lien. Et dans le scoring, oui, tu as raison, c'est intégré en plus. Alors, peut-être rappeler 2 éléments parce que l'heure tourne et j'ai déjà des personnes qui vont nous quitter. Mais rappeler un élément clé et que vous pouvez mémoriser. Le premier élément, c'est de se dire à quoi sert le CV. Et le CV, quoi qu'il arrive, il sert à obtenir un rendez-vous. Ça, c'est l'objectif du CV. À quoi sert un profil LinkedIn? Avant tout, le profil LinkedIn, il sert à faire du réseautage, c'est-à-dire qu'il sert à créer et développer un réseau sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour atteindre votre objectif. Et votre objectif, il peut être différent. Pour certains, c'est trouver un emploi. Pour d'autres, c'est créer ou développer une entreprise, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence entre, par exemple, un CV et le profil LinkedIn, mais entre les deux, ces 2 outils sont extrêmement liés, extrêmement complémentaires. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le profil LinkedIn reste un outil pour faire du réseautage. C'est important, donc redire qu'un profil, dès l'instant où vous avez décidé d'être sur LinkedIn, dès l'instant où vous avez décidé de réseauter, écoutez, n'oubliez pas qu'il faut actualiser en permanence votre profil parce que de toute manière, il est visible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La photo est indispensable, ça c'est sûr. Et puis généralement, parce que j'ai vu beaucoup de questions par rapport à ça, il est préconisé d'avoir un seul profil LinkedIn par réseau social utilisé. N'hésitez pas, si vous êtes demandeur d'emploi, à vous rapprocher de vos conseillers, à contacter peut-être des coachs via l'APEC, ce genre de choses. Il y a plein de structures en fait, qui proposent des conseillers pour vous accompagner à définir en fait, votre projet, à créer un CV, à savoir quoi mettre, à comment vous présenter, etc. Nous, en tout cas, chez Webforce 3, donc on accompagne tous nos apprenants avec des ateliers de techniques de recherche d'emploi et on intègre typiquement cet atelier-là dans nos modules de formation. Donc, voilà, si un jour vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, c'était un grand plaisir pour nous deux de répondre à toutes vos questions. C'était un grand plaisir. C'est toujours un succès, ce genre d'atelier. Merci Tamara pour ton intervention. Pas anodin. Ouais, je t'en prie, toi aussi. C'est pas anodin, tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à construire le fond avant de penser la forme. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Okay. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à écouter notre chaîne YouTube pour revoir ce webinaire. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.